Voilà, chers et chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Grand Conseil du mardi 4 novembre. Je salue Monsieur le conseiller d'État Vassilis Venizelos ainsi que les personnes présentes à la tribune du public et les représentants des médias. Je vous rappelle à toutes et à tous le serment que vous avez prêté et je vous remercie de vous en inspirer lors de vos débats. Je passe directement au point 1 de l'ordre du jour, soit les communications, et je vous donne d'abord lecture des députés et députées excusés pour la séance de ce matin. Il s'agit de Arnaud Bouvrat, Grégory Bovet, Xavier de Haller, Rebecca Joly, Alberto Mocchi, David Redler, Muriel Talman, Nathalie V. Je remercie encore la Cidropol et son président, sa vice-présidente pour la présentation qui nous a été faite. Et je passe ensuite au point 1 de l'ordre du jour, à savoir les réponses reçues par du Conseil d'État qui peuvent être consultées dans Ciel. Il s'agit de réponse du Conseil d'État au Grand Conseil à la simple question Sébastien Cala et consort bouclier fiscal recours à la suite des taxations. Réponse du Conseil d'État au Grand Conseil à la simple question Adrien Buclin et consorts. Quel accès à l'extension de la bibliothèque cantonale de Dorigny pour les personnes à mobilité réduite? Réponse du Conseil d'État au Grand Conseil à la simple question de Jérôme de Benedictis. Pourquoi des durées d'amortissement fixes ont-elles été imposées aux communes? Réponse du Conseil d'État au Grand Conseil à la simple question Oleg Gaffner et consorts. Avocats, stagiaires et subsides Lamal. Réponse du Conseil d'État au Grand Conseil à la simple question Jacques-André Houry, réduction des subsides fédéraux jeunesse et sport, quels effets? Le département des Affaires étrangères, par ailleurs, je vous signale que le département des Affaires étrangères, DFAE, a répondu à la résolution dans son courrier du 27 du 10 2025, à savoir la résolution de Joël Minacci et consorts au nom de Pierre-André Romanens, Alexandre Démétriades, Valérie Zonca, Sébastien Humbert. Le Grand Conseil qui avait appelé le département fédéral des affaires étrangères à appliquer la protection du droit diplomatique et consulaire pour protéger les citoyennes et citoyens de son convoi humanitaire vers Gaza. Et la réponse de la résolution est publiée dans les actualités du Grand Conseil sur Internet comme usuellement. Je n'ai pas d'autres communications à effectuer à ce stade ce matin. Pour le point 2, les dépôts, aucun dépôt ne m'a été signalé. Et je peux passer au point 3. Le point 3, il s'agit de l'interpellation de Cédric Weissert et consorts. Aide d'urgence, qu'en est-il? Elle n'a pas été souhaitée d'être développée, tout comme l'interpellation du point 4 de M. Soji et consorts, soutien à la compétitivité des entreprises vaudoises face au choc externe. Là aussi, pas de développement. Ces deux interpellations sont transmises au Conseil d'État qui a un délai de 3 mois à compter d'aujourd'hui. Nous passons au point 5, l'interpellation de notre collègue Mathilde Marinda. 82 tentatives de suicide en un an dans l'enfer des zones carcérales. Interroger l'usage excessif des détentions avant jugement. Pour un bref développement, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, chers collègues. Dans cette interpellation, je reviens en effet sur un sujet qui a bouleversé un petit peu les médias ces dernières semaines sur les 82 tentatives de suicide en un an à la zone carcérale de l'hôtel de police, qui est un chiffre qui a été révélé par la commission vaudoise des visiteurs de prison. Mais dans cette interpellation, plus précisément, j'interroge au fond l'usage des détentions avant jugement, puisque c'est en fait les personnes placées dans ces zones carcérales sont en détention avant jugement et ne sont pas placées en lieu de détention prévu pour la détention avant jugement en raison de la surpopulation carcérale. Et je rappelle au fond que le Conseil d'État a commandé une étude scientifique dont un rapport final a été déjà rendu en février 2024 sur les causes de cette surpopulation carcérale, qui rappelle cette étude scientifique que le canton de Vaud a un usage bien plus important des détentions avant jugement par leur nombre et leur durée supérieure à la moyenne suisse que les autres cantons suisses, en plus d'autres recours plus punitifs à d'autres usages du Code pénal fédéral.
Donc, dans cette interpellation, au fond, je reviens sur le fond de ce problème en demandant au Conseil d'État différentes réponses par rapport à cette saga du rapport Breguer, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et je me réjouis d'avoir des réponses de fond, notamment sur comment le Conseil d'État va mettre en œuvre la première recommandation du rapport Breguer, à savoir de développer une stratégie cantonale de politique criminelle. Merci. Merci, Madame la députée. Cet objet est transmis au Conseil d'État qui a un délai de 3 mois pour y répondre. Nous passons au point 6, à savoir l'interpellation de notre collègue Fabrice Tanner et consorts, interdiction de la publicité pour les boissons dépassant 15% d'alcool. A-t-on vraiment atteint la cible? Là aussi, pour un bref développement. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Depuis le 1er octobre 2025, le canton de Vaud interdit toute publicité pour le tabac ainsi que pour les boissons alcoolisées dépassant 15% d'alcool dans les lieux privés accessibles au public mineur. Des fêtes à thème organisées par exemple par les sociétés de jeunesse campagnardes ou d'autres sociétés en font les frais. Effectivement, du coup, il n'est plus possible de nommer une soirée par un nom d'alcool, par exemple une soirée Suze ou une soirée Ricard, ou même de visualiser de la publicité sur la manifestation, sur une cantine, un parasol ou un comptoir. Parmi toutes les sociétés qui organisent des soirées de ce type, très peu portent le nom d'alcool. Par contre, ces sociétés ont déjà adapté leurs pratiques. Néanmoins, on peut se poser des questions sur les conséquences de cette interdiction qui limite la liberté d'entreprendre de ces sociétés. Je me pose donc des questions sur ce sujet et je les pose au Conseil d'État. Et par la même occasion, je m'inquiète à quand la future étape de l'interdiction du chasselas et du carnot-de-sais. Merci, Monsieur le député. Là également, votre texte est transmis au Conseil d'État qui a un délai de 3 mois à partir d'aujourd'hui. Nous passons au point 7 de notre ordre du jour, à savoir l'interpellation de notre collègue Alexandre Berthoud et consorts. Est-ce qu'un benchmarking ou autre canton existe dans le cadre de Globe? Vous avez la parole, Monsieur le député, pour votre développement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers collègues. Le 30 avril 2025, le Conseil fédéral a lancé la consultation sur la modification de l'ordonnance relative à l'imposition minimale de l'OCDE, qui introduit un taux d'imposition minimale de 15% pour les grands groupes internationaux. Cette réforme aura des conséquences directes pour les cantons en matière de recettes fiscales, en matière d'attractivité fiscale et de charges administratives. Plusieurs cantons comme Zug et Zurich ont déjà entrepris des réflexions ou adapté des mesures spécifiques. Il est donc essentiel que le canton de Vaud sache comment il se positionne dans ce nouveau contexte. Par cette interpellation, nous demandons au Conseil d'État s'il a mené ou prévoit de mener une analyse comparative des mesures cantonales existantes, s'il peut évidemment en communiquer les résultats de cette analyse et s'il envisage des mesures d'accompagnement pour préserver l'attractivité économique de notre canton. En somme, il s'agit d'anticiper plutôt que de subir une réforme majeure qui redessine la fiscalité internationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Ici aussi, le texte est transmis au Conseil d'État qui a un délai de 3 mois à compter d'aujourd'hui. Nous passons au point 8 de notre ordre du jour, à savoir l'interpellation de notre collègue Fabrice Moschini et consorts. La dioxine à Lausanne est-elle donc une vraie pollution? Vous avez la parole pour un bref développement, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. L'affaire de la dioxine a eu un rebondissement il y a 2 semaines suite à une diffusion d'un documentaire à temps présent qui a remis en question le rapport d'Unisanté qui, je dirais de façon générale, concluait que la dioxine à Lausanne n'était pas un problème. Ayant consulté des experts étrangers, temps présent a révélé que ce rapport n'était ni concluant et que la méthodologie utilisée n'était pas la bonne et que d'après eux, il fallait effectivement revoir ce qui se passait au niveau de la dioxine à Lausanne en insinuant clairement que c'était beaucoup plus grave que ce que Unisanté avait bien voulu dire dans son rapport. Par ailleurs, Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur Venizelos, a lâché une bombe dans le cadre de ce temps présent, puisque tout à coup, il a annoncé que les coûts de dépollution seraient au moins de 100 millions, tout en gardant l'information de qui paiera ces 100 millions. Je vous rappelle, c'est quand même, je crois, 4 à 5 000 parcelles qui sont polluées, sur lesquelles il s'agirait d'enlever 5 cm de terre, accessoirement de détruire cette terre. En sus de cela, des informations assez inquiétantes nous apprennent que si vous achetez maintenant un appartement à Lausanne, dans l'acte notarié, il est écrit qu'il n'y a pas de pollution à Lausanne, mais dans
Le chapitre d'après, on vous explique qu'il y a une pollution à la dioxine et au furane et que toutes les terres excavées doivent être détruites et ne peuvent pas être utilisées. Donc on est un peu dans une sorte de tartufferie. Le but de cette interpellation est de mieux comprendre ce qui se passe exactement au niveau de cette pollution à dioxine, si le rapport d'Unisanté va être refait et par qui il va être refait. Est-ce qu'on va de nouveau donner ce mandat à Unisanté? Et accessoirement, ce que le canton de Vaud va devoir payer pour dépolluer cette pollution à dioxine. Et finalement, comment est-ce que les personnes qui deviennent propriétaires à Lausanne et qui aujourd'hui doivent payer la dépollution de la terre puisqu'ils ne peuvent pas réutiliser la terre excavée, comment ces personnes vont être dédommagées? Et je remercie par avance le Conseil d'État de ces réponses. Merci, monsieur le député. Votre texte est également transmis au Conseil d'État qui a ce délai usuel de 3 mois pour y répondre. Nous passons au point 9 de notre ordre du jour, à savoir l'interpellation Géraldine Dubuis et consorts. Soignants sous tension, agir maintenant pour préserver leur santé et la nôtre. Là, je vous passe la parole pour votre bref développement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, chers et chers collègues. Nous faisons aujourd'hui face à une crise silencieuse mais profonde, celle de la santé mentale dans le canton de Vaud. Les chiffres sont clairs et ils sont alarmants. Un jeune sur 5 souffre de troubles anxieux, près d'un tiers des travailleurs et des travailleuses est en détresse psychologique et plus d'un senior sur 10 présente des symptômes dépressifs sévères. Cette réalité ne relève plus du constat, elle exige une action politique forte, immédiate et structurante. Derrière cette crise visible, ces chiffres, il y a des vies et il y a une autre, moins médiatisée mais tout aussi grave, celle des professionnels chargés de répondre à cette détresse et d'un système de soins déjà au bord de la saturation. Le personnel soignant en santé mentale, psychologues, psychiatres, infirmiers ou infirmières, travaille aujourd'hui sous une pression constante, avec des charges de travail qui explosent, des cas toujours plus complexes et des conditions salariales et institutionnelles qui ne suivent pas. Les conséquences sont déjà là. Fermeture de consultation, lits menacés en pédopsychiatrie, délais d'attente qui s'allongent, équipes qui s'épuisent et compétences qui s'en vont. Et lorsque le système craque, ce ne sont pas seulement les soignants et soignantes qui tombent, ce sont les patients et patientes, les familles, les écoles, les employeurs et tout le tissu social et économique du canton. Nous ne pouvons pas, d'un côté, multiplier les constats de l'urgence en santé mentale et de l'autre, laisser s'éroder les conditions de celles et ceux qui apportent la réponse. Protégeons les soignants et soignantes, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de survie du système. Il est temps que le canton s'engage clairement en garantissant la pérennité des dispositifs, en évitant de sacrifier la prévention et la pédopsychiatrie lors d'arbitrages budgétaires, en assurant des conditions de travail et de rémunération qui permettent d'attirer et de retenir des professionnels de soins qualifiés et en intégrant enfin la santé des soignants et des soignantes dans notre politique de santé publique. Car nous ne résoudrons pas la crise de la santé mentale en épuisant les derniers remparts humains qui tiennent encore debout. Soigner les soignants et les soignantes, c'est garantir que demain, quelqu'un sera là pour soigner la population vaudoise. Je vous remercie. Merci, Madame la députée, pour votre développement. Là aussi, le texte est transmis au Conseil d'État qui a un délai de 3 mois pour y répondre. Et nous passons au point 10 de notre ordre du jour, à savoir l'interpellation Yann Glaire et consorts. Compétences locales, quel soutien aux petits commerçants et artisans? C'est la parole, Monsieur le député, pour votre développement. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, chers et chers collègues, notre canton abrite un tissu économique où les petits commerçants et artisans, que je désigne ici PCA, jouent un rôle fondamental. Comme l'interpellation le rappelle, ces acteurs ne sont pas seulement des entreprises parmi d'autres, ils incarnent des compétences locales, un savoir-faire de proximité et contribuent directement à la durabilité économique, sociale et écologique de notre territoire. Ces acteurs sont essentiels et ils permettent une production, une réparation, un entretien localisé, produire localement, prolonger la durée de vie des objets. Tout cela réduit la dépendance aux chaînes longues, diminue les déchets et les émissions de CO2. Ils favorisent la vie locale, la proximité, l'ancrage territorial. Un artisan, un petit commerçant, ce sont des emplois près de chez nous. Ils contribuent à la résilience de l'économie dans un contexte de concurrence globale. Ces PCA constituent un contrepoids qui permet de ne pas tout laisser aux grandes chaînes. Mais leur modèle économique est fragilisé. De nombreuses entreprises de ce type ne sont pas rentables ou à la limite de la rentabilité.
Les grandes chaînes ont des capacités d'échelle, de négociation, de logistique que n'ont pas les PCA. Ce déséquilibre les menace de disparition. Les charges d'exploitation, énergie, loyer, impôts pèsent lourdement et dans un contexte où la concurrence est plus rude. Une diminution des compétences locales affaiblira la capacité du canton à entretenir son autonomie économique et sa diversité commerciale. Sur le plan de la transition écologique, l'absence d'acteurs locaux d'entretien et de réparation pousse vers un modèle de consumérisme plus rapide et moins durable. Fort de ce constat, j'adresse au Conseil d'État 5 questions, parmi lesquelles quel levier le Conseil d'État pourrait-il actionner pour inverser la tendance et rétablir des conditions favorables au PCA? Serait-il possible de doter le canton de Vaud d'un plan de développement des compétences locales afin de renforcer la production, l'entretien et les réparations? Je remercie d'avance le Conseil d'État pour ses réponses. Et je vous remercie, monsieur le député, pour votre développement. Le Conseil d'État a donc 3 mois à partir d'aujourd'hui, puisque nous lui transmettons votre texte. Nous passons au point 11 de notre ordre du jour, à savoir le postulat Loïc Sougy et consorts au nom du groupe PLR pour une réduction cohérente des lourdeurs administratives pesant sur les entreprises vaudoises, ici aussi pour un bref développement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers et chers collègues. Nos PME font régulièrement état de lourdeurs administratives. Certaines procédures d'autorisation restent longues et fragmentées. Les préavis de plusieurs services se succèdent au lieu d'être traités en parallèle. D'autres cantons démontrent qu'un parcours administratif fluide et centralisé est possible. Nous pourrions utilement s'en inspirer. Certes, des progrès ont été réalisés, mais il manque une vision d'ensemble. Quelles démarches seront simplifiées, dans quel délai et avec quels résultats attendus? Ce postulat demande donc 2 choses. 1. De dresser l'état des mesures déjà prises ou prévues pour réduire ces lourdeurs, ainsi que de présenter un plan d'action ou un calendrier de simplification des procédures. Ce texte s'inscrit en complémentarité avec d'autres interventions parlementaires visant la compétitivité et l'efficacité de l'État. Je vous remercie de votre attention et du soutien à ce postulat. Merci, monsieur le député. Co-signé par au moins 20 députés, votre postulat est renvoyé à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et son renvoi au Conseil d'État. Nous pourrons passer au point 12, à savoir le postulat Mathilde Marinda et consorts, pour que la commission foncière rurale reste au service des paysans et paysannes, avec là aussi un développement. Vous avez la parole, madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans ce texte, je reviens sur différentes enquêtes des médias Blick et Adi News, notamment sur le fonctionnement de la Commission foncière rurale. Très rapidement, par exemple, récemment, on a appris que l'ex-président de cette commission foncière, Jean-Claude Matet, s'était retrouvé dans la position de se prononcer en tant que président de la CFR1 sur des mesures d'instruction que lui-même, en tant qu'avocat, avait demandé, donc des mélanges de genres, des conflits d'intérêts qui questionnent, mais aussi d'autres affaires ont révélé des dossiers de vente de terrains agricoles dans le canton de Vaud, sur lesquels, là encore, la ministre de l'Agriculture, Mme Valérie Ditli, avait déposé des recours, des ventes de terres agricoles à des entreprises, à des sociétés privées qui ne sont pas des agriculteurs et agricultrices, alors que des exploitants agricoles étaient intéressés à les acheter, mais ont été découragés par des processus qu'on ne connaît pas encore très bien, visiblement, mais qui sont quand même documentés par les médias. Donc, cette affaire, elle rappelle aussi celle des paysans de la ferme des Flogères à Yon, que j'avais explicité dans une interpellation d'il y a 2 ans, qui avait découlé sur une résolution discutée l'hiver dernier, pour plus de transparence pour la commission foncière. C'était donc, je rappelle, des paysans qui avaient aussi dû quitter la ferme qu'ils exploitaient à Yon, parce qu'elle a été rachetée par une société administrée par Orlati Environnement. Donc, dans les débats qui ont suivi la résolution de l'hiver dernier, je crois qu'il y avait un consensus sur le fait qu'il y a besoin d'améliorer la transparence, de réfléchir au fonctionnement de cette commission foncière pour s'assurer de l'application rigoureuse du droit foncier rural et que ces terres restent aux paysans et paysannes. Mais il était question de changer la forme de l'intervention. Et donc, dans ce postulat, volontairement, je reste assez large pour essayer de trouver une majorité. Et je précise aussi que je trouverais intéressant de convier, en fait, aux futures commissions pour discuter de ce postulat des personnes qui ont subi directement ces pressions, ces sujets, donc les paysans concernés. Merci.
Merci Madame la députée. Co-signé par au moins 20 députés, votre postulat est renvoyé à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au Conseil d'État. Nous passons au point 13 de notre ordre du jour, à savoir le postulat de Madame Mathilde Marinda et consorts au nom de David Redler, accélérer la transition vers la mobilité bas carbone pour une réflexion en vue de la transformation de l'A1. En reprécisant qu'il s'agit toujours de bref développement. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce postulat propose d'étudier l'opportunité de développer avec les communes adjacentes, le canton et la Confédération, un projet de transformation de l'axe autoroutier de l'Ouest lausannois. Il a été déposé avec des membres des législatives des communes adjacentes, donc Chavannes-Préronan, Lausanne, et se base sur un travail récent d'étudiants de l'EPFL prêts à présenter un travail de réaménagement de ces autoroutes qui entourent Lausanne. Rappelons aussi qu'une pétition qui demandait en fait la même chose a été validée par le Grand Conseil l'année dernière. Merci. Merci Madame la députée. Co-signé par au moins 20 députés, votre postulat est renvoyé à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au Conseil d'État. Nous pouvons passer au point 14, à savoir le postulat Céline Miziego et consorts au nom de Patricia Spack-Eisenrich, l'expulsion, une spirale coûteuse que la prévention peut éviter, mais avec quel outil? Vous avez la parole, Madame la députée, pour votre bref développement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, chers collègues. En Suisse, un nombre croissant de locataires sont confrontés à des mesures d'expulsion, conséquence de la hausse des loyers, de la précarisation des conditions de vie et des difficultés économiques. Toutefois, les données disponibles concernant les expulsions sont fragmentaires. On manque de vision d'ensemble fiable sur l'ampleur, les causes, les motifs. Cette absence de statistiques consolidées empêche non seulement de mesurer concrètement le phénomène, mais aussi d'évaluer l'efficacité des dispositifs existants de prévention et d'aide. Les conséquences sociales et humaines des expulsions sont lourdes. Recours à l'hébergement d'urgence ou à l'hôtel, rupture familiale, risque élevé d'exclusion sociale, fragilisation de la santé psychique et physique. Face à ce constat, ce postulat propose la mise en place d'un rapport annuel public sur les expulsions afin d'introduire transparence et meilleure connaissance de la situation. Ce rapport devrait recenser toutes les expulsions locatives par district dans le canton en indiquant la cause de l'expulsion et l'autorité compétente. Il s'agirait aussi de cartographier les acteurs intervenants pour repérer les maillons de la chaîne allant du logement stable à l'expulsion. Grâce à une meilleure connaissance des profils concernés, des causes et des acteurs, il deviendrait possible de cibler davantage les mesures d'aide. Merci. Merci Madame la députée. Ici également, votre postulat est co-signé par 20 députés. Il est donc renvoyé à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et son renvoi au Conseil d'État. Nous pouvons passer au point 15 de notre ordre du jour, à savoir la motion Alexandre Berthoud et consorts face à la pénurie de logements, concrétiser l'intérêt public supérieur cantonal dans la loi. Vous avez la parole, Monsieur le député, pour un bref développement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers collègues. Dans le cadre de sa vision logement, le Conseil d'État a reconnu que la résolution de la pénurie de logements constitue un intérêt public supérieur cantonal. Or, nous le savons toutes et tous, notre canton fait face à une situation tendue et selon les projections, le canton de Vaud comptera 1 million d'habitants d'ici 2040. Il est donc urgent d'agir, pas seulement aux paroles, mais en outils concrets. C'est précisément l'objectif de cette motion, proposer des instruments nouveaux pour concrétiser cet intérêt public supérieur et faciliter la création de logements de qualité. En premier lieu, accélérer les processus administratifs. Aujourd'hui, les délais prévus par la LATC, 40 jours avec enquête publique, 20 jours sans, ne sont pas contraignants. Aucune sanction réelle n'existe pour les communes ou les services cantonaux qui dépassent ces délais. Résultat, des projets prennent des mois, parfois des années. Nous demandons donc des mesures pour les communes qui ne respectent pas les délais légaux, des délais stricts également pour les services cantonaux, pour tous les projets créant au moins 4 logements. Accélérer les procédures de recours. Les procédures de droit administratif sont souvent un frein majeur. La motion donc propose que les recours concernant ces projets ne soient pas soumis aux ferries judiciaires et qu'un délai maximal de 6 mois soit inscrit dans la LATC pour que le tribunal cantonal statue. Les prolongations de délai ne seraient possibles qu'à titre exceptionnel. Dans le cas des permis d'habiter provisoires, aujourd'hui, certaines communes tolèrent officieusement l'entrée dans les logements avant la délivrance du permis d'habiter, faute de mieux. Cela crée des zones grises en matière de responsabilité. La motion propose donc d'instaurer un véritable permis d'habiter provisoire, à condition que la sécurité et la santé des habitants soient garanties.
Les émoluments en cas de recours. Actuellement, les émoluments de recours varient entre 100 et 10 000 francs, des montants parfois trop faibles. Nous proposons donc de relever cette fourchette, par exemple, entre 5 000 et 50 000 francs, ce qui permettrait à la fois de responsabiliser les recourants et de financer les ressources nécessaires pour respecter les délais de 6 mois. Dans le cadre du renforcement des sanctions en cas de non-respect de la loi. Enfin, c'est l'article 130 LATC qui prévoit des amendes jusqu'à 200 000 francs. Mais dans les faits, ces montants sont souvent dérisoires par rapport au coût des chantiers. Nous proposons donc de relever les plafonds des amendes à 500 000 francs, afin de mieux dissuader les infractions et garantir un traitement équitable aux promotions et aux collectivités. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas ici d'alourdir la loi, mais de la rendre efficace, efficiente. Notre canton ne peut plus se permettre que des procédures interminables bloquent la construction de logements dont la population a besoin. Avec ces mesures, nous agissons de manière pragmatique, de manière équilibrée et de manière responsable pour répondre à un intérêt public cantonal, celui de loger les Vaudoises et les Vaudois. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le député. Co-signé par au moins 20 députés, votre motion est renvoyée à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au Conseil d'État. Nous passons au point 16 de notre ordre du jour, à savoir la motion Yannick Moury et consorts au nom de Valentin Christ et Tranmi Traniou, introduction d'un mécanisme de suspension et in fine de destitution applicable à l'exécutif cantonal. Vous avez la parole pour votre bref développement, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers collègues. Alors, dans une démocratie moderne et mûre comme la nôtre, il devient difficilement défendable que notre système ne dispose d'aucun mécanisme pour faire face à un éventuel blocage institutionnel. Nous sommes l'un des cantons, de moins en moins nombreux, il faut le dire, où il n'existe encore ni procédure de suspension, ni possibilité de destitution des membres de l'exécutif cantonal. Or, ces outils, qui sont alors loin d'être révolutionnaires, ont été introduits ailleurs récemment, avec un plébiscite qui dépasse parfois les 90%. Ça démontre que la population elle-même souhaite que les institutions puissent se protéger contre une défaillance. Ces outils, dans notre canton, existent d'ailleurs au niveau communal et ont déjà été appliqués plusieurs fois durant la législature en cours. Et il faut le dire, notre canton n'est pas à l'abri d'un dysfonctionnement grave. Imaginer qu'il puisse en être autrement serait faire preuve d'un optimisme naïf. Les craintes de dérive partisane d'utilisation d'un tel outil sont légitimes, on peut les entendre, mais elles se dissipent à la lumière des expériences cantonales. Aucun abus n'a été constaté là où ces mécanismes existent depuis des décennies, voire depuis plus de 100 ans. Et la crédibilité dans ces situations, la crédibilité politique agit comme le meilleur des garde-fous. Ce que nous demandons donc, c'est de doter notre canton d'un cadre clair, proportionné et responsable, une procédure de suspension pour faire face à une crise ponctuelle et, en ultime recours, une possibilité de destitution, j'insiste là-dessus, encadrée par des cautèles strictes. Nous devons être réalistes et anticiper d'éventuels blocages ou crises graves, sans quoi notre État pourrait être désarmé le moment venu. Donnons-nous les moyens de prévenir l'exception plutôt que de la subir. Madame Tranmi Traniou, Monsieur Valentin Christ et moi-même espérons que vous ferez un accueil positif à cette motion en commission. Merci, monsieur le député. Effectivement, donc co-signé par 20 députés au moins, votre motion est renvoyée à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au Conseil d'État. Nous passons ainsi au point 17 de notre ordre du jour, à savoir la motion de notre collègue Jean-Marc Udrieu et consorts, protection du patrimoine immobilier, plus de transparence pour les communes et les propriétaires. Vous avez la parole pour votre bref développement, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers collègues. Cette motion propose quelques modifications de la loi sur la protection du patrimoine culturel et immobilier entrée en vigueur le 1er juin 2022. Je déclare mes intérêts, syndic d'une commune et membre du comité de l'Union des communes vaudoises. Nous avons décelé plusieurs soucis avec la loi en question. Au niveau de l'information, il n'existe pas de notification formelle des propriétaires et des communes lors de l'attribution des notes. De ce fait, il n'y a pas de recours possible. En découle également un manque d'harmonisation et de coordination avec d'autres procédures, par exemple les plans d'affectation. Enfin, potentiellement des inégalités de traitement selon les communes et les volontés du département, sans critique négative, je précise, peuvent survenir, d'où une proposition de règlement par le Conseil d'État pour ce qui concerne les inscriptions à l'inventaire, à savoir les notes 1 et 2. Merci pour votre écoute et surtout le respect des propriétaires dans les communes dans la défense de la protection de notre patrimoine.
Merci, monsieur le député. Ici également, votre motion est co-signée par 20 députés au moins. Elle est donc renvoyée à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au Conseil d'État. Nous passons ainsi au point 18 de notre ordre du jour, à savoir la suite de nos débats sur la loi sur l'énergie. Et j'appelle les rapporteurs de majorité et minorité à me rejoindre à la tribune afin de reprendre nos travaux. Nous en étions restés à la fin de l'article 68 qui avait été adopté et nous allons recommencer donc à l'article 69. Voilà nos deux rapporteurs dûment installés et je peux donc ouvrir les débats sur la suite de ce premier débat et de cet article 69. J'ouvre donc la discussion sur l'article 69. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vais vous faire voter. Celles et ceux qui acceptent l'article 69 le font en levant la main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec quelques abstentions, vous avez accepté cet article 69. Nous passons à l'article 70, versement des prestations pécuniaires. J'ouvre la discussion sur cet article 70. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vais vous faire voter. Celles et ceux qui acceptent cet article 70 sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec quelques abstentions, vous avez accepté cet article 70. J'ouvre la discussion sur l'article 71, contrôle, et je passe la parole à notre collègue Cédric Weissert. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers collègues. Alors, j'aurais simplement une question pour le Conseil d'État. On parlait effectivement que le service effectue le suivi et le contrôle des subventions. Ma question est relativement simple. Est-ce que la dotation actuelle du service permet de faire ce genre de tâches ou est-ce qu'il est prévu d'engager du monde supplémentaire pour pouvoir effectuer ces différents contrôles? Et si oui, du coup, combien on estime d'augmentation de postes? Merci. Merci, Monsieur le député. Pour répondre, le conseiller d'État Vassilis Venizelos. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, alors je vous confirme que les ressources actuelles sont suffisantes pour effectuer ce contrôle. Évidemment, en fonction de l'évolution de la demande, il n'est pas impossible que certains postes soient créés, mais l'objectif qui a été fixé par votre chef de département et par le Conseil d'État est de travailler avec les ressources qui existent au sein de la DIREN. Je tiens à préciser à ce propos que la DIREN a une proportion de contrats à durée déterminée qui est nettement plus élevée que dans tous les autres services de l'État, ce qui provoque évidemment une forte mobilité des différents collaborateurs au sein de la DIREN, raison pour laquelle dans des exercices budgétaires à venir, donc c'est des éléments qui pourront être débattus ici au niveau du Grand Conseil, il n'est pas à exclure que certains postes nécessitent une pérennisation, certains postes au niveau de la DIREN nécessitent une pérennisation, mais là, l'objectif qui est fixé par le Conseil d'État, et je crois que votre Parlement est aussi sensible à cette question, est de faire en sorte de limiter la création de postes le plus possible, mais évidemment pour délivrer certaines prestations, nous devons aussi compter sur eh bien, un certain nombre de collaborateurs, d'une part, mais aussi sur des compétences et des qualités élevées. Et il est clair qu'avec une précarisation des postes, donc une multiplication des postes à contrat à durée déterminée, eh bien, nous perdons dans certaines situations certains talents. C'est donc aussi une réflexion que nous devons mener au niveau de l'administration. Donc, maintenir cet objectif de limitation quantitative du nombre de postes, mais faire en sorte que les talents restent au sein de l'administration. Donc, c'est ce double enjeu avec lequel nous devons travailler. Mais dans le cadre de cette loi sur l'énergie, il a été fixé comme objectif de travailler à ressources constantes. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. La discussion se poursuit. Elle n'est plus demandée, elle est close. Je vous fais voter sur cet article 71. Celles et ceux qui l'acceptent le font en levant la main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec là aussi quelques abstentions, vous avez accepté cet article 71. Article 72, restitution. J'ouvre la discussion.
Discussion pas demandée close. Je vous fais voter. Celles et ceux qui acceptent l'article 72 le font en levant la main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec les mêmes abstentions ou à peu près, vous avez accepté cet article 72. Nous passons au titre 6, procédure de recours, à l'article 73, inexécution des exigences dans les délais. Et je passe la parole au président de la commission, notre collègue Nicolas Souter. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, chers et chers collègues. Ici, à cet article, un amendement légistique a été proposé par le département. En fait, puisqu'un certain nombre de délais ont été supprimés dans différents articles, il a été proposé donc d'ajuster cet article en supprimant donc la référence à ces délais. Et cet amendement a été validé à l'unanimité de la commission. Merci, Monsieur le Président de commission. J'ouvre donc la discussion sur cet amendement. Une discussion pas demandée, elle est close. Je vous fais voter l'amendement de la commission. Ceux qui l'acceptent sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec quelques abstentions, vous avez accepté cet amendement. J'ouvre donc la discussion sur l'article 73 amendé. La discussion ne semble pas demandée, elle est donc close. Je vous fais voter l'article 73 amendé. Celles et ceux qui le font par un lever de main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec quelques abstentions, vous avez accepté l'article 73 amendé. Nous passons à l'article 74 recours et j'ouvre la discussion. Discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais voter sur l'article 74. Celles et ceux qui l'acceptent sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec 3 abstentions, vous avez accepté cet article 74 recours. Je passe à l'article 75 travaux non conformes et je passe la parole au président de la commission, notre collègue Nicolas Souter. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller d'État, chers et chers collègues. Cet article donc traite des travaux non conformes, étant rappelé que c'est donc d'abord aux communes, à la commune de vérifier, qui délivre donc le permis de construire, qui vérifie les travaux. Ensuite, il s'est posé la question dans le cadre de la commission de savoir quel département était aussi en charge de ce suivi des travaux. Lorsqu'on parle du département dans cette loi, il s'agit donc du département en charge de la DGA. Par contre, cet article proposait donc que c'était le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions. Donc, il y a eu un grand débat de savoir lequel de ces deux départements devait aussi assumer cette responsabilité. La commission finalement propose de valider l'amendement qui donne en fait à ces deux départements, donc les communes, à défaut le département, en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, en coordination avec le département. Et cet amendement a été validé par 10 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. Merci beaucoup, Monsieur le Président de commission. J'ouvre donc la discussion sur l'amendement de la commission. La discussion ne semble pas demandée, elle est donc close. Je vous fais voter sur l'amendement de la commission. Celles et ceux qui acceptent cet amendement le font par un lever de main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec quelques abstentions, vous avez accepté l'amendement de la commission. La discussion se poursuit donc sur cet article 75, travaux non conformes, désormais amendé. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais voter donc sur l'article 75 amendé. Celles et ceux qui l'acceptent le font par un lever de main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec quelques abstentions, vous avez accepté cet article 75 amendé. Nous passons à l'article 76, émoluments, et j'ouvre la discussion. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais donc voter sur l'article 76. Celles et ceux qui l'acceptent le font par un lever de main. Merci. Avis contraire? Abstention? Avec une abstention, vous avez accepté cet article 76. Je passe donc à l'article au titre 7, disposition pénale, transitoire et finale, article 77, contravention, et je passe la parole au président de la commission, Nicolas Souter.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers et chers collègues. Donc cet article 77 qui parle des contraventions avait à son chiffre 3, en fait, excluait l'alinéa 1 de l'article 32, excluait l'article 32 alinéa 2. Donc il s'agissait des bâtiments de moins de 750 mètres carrés qui avaient un délai de 15 ans, puisqu'en fait, il s'agissait là donc d'un délai d'ordre tel que voulu par le Conseil d'État, puisque aussi bien la Commission que le premier débat a supprimé ce délai à l'alinéa 2 de l'article 32. La Commission vous propose donc de supprimer ce chiffre de 3, et puis cet amendement a été validé à l'unanimité de la Commission. Merci, Monsieur le Président de Commission. J'ouvre donc la discussion sur cet amendement de Commission qui vise à supprimer l'alinéa 3. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais voter sur l'amendement de la Commission. Celles et ceux qui acceptent l'amendement de la Commission le font par un lever de main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec quelques abstentions, vous avez accepté cet amendement de la Commission. La discussion se poursuit donc sur l'ensemble de l'article 77 amendé. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais voter sur cet article 77 amendé. Celles et ceux qui l'acceptent, amendé, le font en levant la main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec une abstention, vous l'avez accepté amendé. Nous passons à l'article 78, dispositions transitoires, et j'ouvre la discussion. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais donc voter sur l'article 78. Celles et ceux qui l'acceptent le font par un lever de main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec 2 abstentions, vous avez accepté cet article 78 tel que proposé. Nous passons à l'article 79, abrogation du droit antérieur. J'ouvre la discussion. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais donc voter. Celles et ceux qui acceptent l'article 79 le font par un lever de main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec plusieurs abstentions, vous avez accepté cet article 79. Et nous passons à l'article 80, entrée en vigueur. J'ouvre la discussion. Discussion pas demandée, elle est close. Je vous fais voter sur cet article 80. Celles et ceux qui l'acceptent le font par lever de main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec quelques abstentions, vous avez accepté cet article 80. Nous arrivons donc ainsi à la fin de ce premier débat de la loi sur l'énergie. Je tiens à remercier particulièrement les rapporteurs, et notamment le rapporteur de majorité pour tout le travail qui a été fait. Et nous passons désormais, toujours sur le même objet, au décret sur l'initiative à 300 millions. C'est pas ça à la fin. Tout de suite. Pardon. Les décrets, tout ça, on fait à la fin. Non, maintenant. Okay. Premier débat. Nous prenons donc ce projet de décret pour financer diverses mesures de relance favorables à la transition énergétique à hauteur de 300 millions, décret du 11 septembre 2024, et je vais passer la parole au président de la Commission, Nicolas Souter. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseil d'État, chers collègues. Donc, il s'agit du décret de 300 millions. La Commission vous propose donc de la non-entrée en matière sur ce décret, sachant que le Conseil d'État a déjà mis 200 millions dans le fonds pour cette loi. Donc la Commission vous propose de refuser ce décret, l'entrée en matière de ce décret. Merci, Monsieur le Président de Commission. J'ouvre donc la discussion sur l'entrée en matière par rapport à ce projet de décret. Et je passe la parole au conseiller d'État Vassilis Venizelos. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Alors, tout comme la Commission, le Conseil d'État vous invite à ne pas entrer en matière sur l'initiative Venizelos, puisque le Conseil d'État a effectivement déjà fait le travail, c'est-à-dire, comme l'a rappelé le Président de Commission, a décidé d'alimenter à hauteur de 200 millions
le Fonds pour l'énergie. Vous avez dans l'exposé des motifs une planification financière qui vous rappelle qu'avec le Fonds pour l'énergie qui continue à être alimenté, je tiens à le rappeler, d'une part par les ressources fédérales, mais aussi par les fruits de la taxe sur l'électricité, avec ce Fonds pour l'énergie, nous allons pouvoir continuer à assurer un rythme de subvention important ces prochaines années. La planification financière porte jusqu'à l'horizon 2032. Il est clair qu'à terme, il faudra avoir une discussion sur soit une réalimentation du fonds, soit les montants de ces différentes subventions. Mais je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, les ressources sont suffisantes pour nous permettre de réussir cette transition énergétique et mettre en œuvre les dispositions de la loi. Merci, Monsieur le conseiller d'État. La discussion se poursuit sur cette entrée en matière. La discussion n'est plus demandée, elle est close. Je vais vous faire voter et voter à l'électronique. Celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière le font par le bouton vert oui. Celles et ceux qui refusent... Non, c'est la commission. C'est de suivre la commission. Donc, celles et ceux qui suivent l'avis de la commission, c'est-à-dire non entrée en matière, c'est oui. Celles et ceux qui refusent, qui ne suivent pas... Fort bien. Donc, c'est un vote classique d'entrée en matière. Donc, celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière, c'est oui. Celles et ceux qui la refusent, c'est non. Les abstentions sont possibles et le vote est ouvert. Par 89 non contre 19 oui et 26 abstentions, vous avez refusé l'entrée en matière. Cet objet est ainsi liquidé. Nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'État un crédit d'investissement de 7,9 millions pour financer des évolutions du système d'information de la Direction générale de la cohésion sociale. J'appelle notre collègue Maurice Gay comme rapporteur pour nous transmettre les résultats de la commission. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Madame la conseillère d'État, chers collègues. La CTSI s'est réunie le mardi 17 juin 2025 pour traiter de cet objet. Madame Rebecca Ruiz, chef du TSAS, a participé à la séance. Elle était accompagnée de Monsieur François Charbonnier, responsable de l'unité finance et système d'information à la DGCS, et Monsieur Patrick Amaru, directeur général de la DGNSI. Monsieur Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance et contribué à la rédaction de ce rapport de commission, ce dont nous le remercions. En introduction, le Conseil d'État dresse une liste des diverses prestations sociales qui sont délivrées par la DGCS. La maintenance évolutive et fonctionnelle des systèmes d'information est indispensable. En effet, les SI doivent constamment s'adapter pour répondre aux exigences de cadre légal, se conformer aux audits informatiques, notamment ceux liés à la protection des données, améliorer l'efficacité des traitements, accroître la productivité, automatiser certains processus, optimiser les relations avec les bénéficiaires, renforcer le pilotage ou encore suivre l'évolution des outils et des standards technologiques. L'objectif de cette maintenance est de garantir sur le long terme la disponibilité de fonctionnalités essentielles au service des citoyennes et citoyens dans un environnement en perpétuelle évolution. Renoncer à cette maintenance reviendrait à exposer les SI à une obsolescence rapide, compromettant ainsi la capacité de l'État à assurer ses missions. Cela pourrait entraîner une dégradation significative de la qualité des services publics, voire une interruption partielle ou totale de ces services, avec des conséquences directes pour les bénéficiaires. La présente demande de crédit constitue ainsi le premier de ces MPD couvrant la période 2025-2028.
Au-delà de cette échéance, la maintenance évolutive des SI de la DGCS sera prise en charge par de nouveaux EMPD similaires, renouvelés périodiquement. Au vote sur le projet de décret, l'article 1 est adopté par 14 voix pour et une abstention, l'article 2 par 13 voix pour et 2 abstentions, l'article 3 par 14 voix pour et une abstention. Au vote final, le décret est adopté par 14 voix pour et une abstention. Et le vote d'entrée en matière est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de Commission. J'ouvre donc la discussion sur l'entrée en matière. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Nous pouvons donc voter sur l'entrée en matière. Celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière le font par un lever de main. Merci. Avis contraire? Abstention? À l'unanimité, vous avez accepté d'entrer en matière. Vu les votes de la Commission, je vous propose de traiter les 3 articles en bloc, si cela vous convient. Donc, pour les articles 1, 2, 3, j'ouvre la discussion. Pas demandé clos, je vous fais voter sur les 3 articles en bloc. Celles et ceux qui acceptent ces articles sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire? Abstention? C'est à l'unanimité que vous avez accepté les 3 articles. Nous arrivons donc à la fin du premier débat sur ce projet de décret. Monsieur le Président de Commission. Oui, merci, Monsieur le Président. Au vu de l'unanimité sur le premier débat, je vous demande un deuxième débat immédiat. Merci pour votre proposition. Je vais donc vous demander, nous sommes nantis d'une demande de deuxième débat immédiat. Il nous faut une majorité des 3/4 requises. Nous allons donc voter. Celles et ceux qui acceptent ce deuxième débat immédiat sont priés de le faire en pesant sur le bouton vert. Oui. Celles et ceux qui le refusent, non. Bouton rouge. Les abstentions sont possibles. Et le vote est ouvert. Par 102 oui, 4 abstentions et 3 non, vous avez accepté ce deuxième débat immédiat et nous pouvons donc faire ce deuxième débat immédiat. Je reprends les articles 1, 2 et 3 que je vous propose de voter en bloc. Celles et ceux qui l'acceptent le font par un lever de main. Merci. Avis contraire? Abstention? C'est également à l'unanimité. Nous passons donc au vote final. Et la majorité absolue est... J'ouvre la discussion sur le vote final. Pas demandé close. Nous pouvons donc passer au vote final où la majorité absolue est requise. Nous allons donc voter à l'électronique. Celles et ceux qui acceptent, bouton vert oui, non, bouton rouge et abstention possible. Le vote est ouvert. Par 116 oui, 2 abstentions et 0 non, vous avez adopté ce décret. Nous pouvons donc passer au point 20 de notre ordre du jour, à savoir l'exposé des motifs et projet de décret et projet de modification de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour les familles et les prestations cantonales de la Ronde-Pont. Et pour ce faire, j'appelle notre collègue Félix Turner, rapporteur à la tribune. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la conseillère d'État, chers et chers collègues. Comme à l'accoutumée, je me suis efforcé d'essayer de retenir que les éléments principaux des rapports de la CTAS, les détails se trouvant dans les textes complets des rapports. Cependant, dans certains cas, des explications indispensables à la bonne compréhension des objets ont été maintenues. Au cas où j'avais été par trop synthétique, je laisserai le soin à mes collègues de compléter en cas de besoin. Présentation de l'EMPL, position du Conseil d'État. Cet objet parlementaire sort quelque peu de l'ordinaire et est assez technique. Il vise à ancrer dans une loi un fonds jusqu'à maintenant géré sous une forme qui n'est visiblement pas parfaite du point de vue juridique. La présente modification de loi fait suite à l'abrogation de l'arrêté du 30 juin 1941 instituant une fondation Anthony Julia Cossy. À cet égard, la page 2 de l'EMPL contient bon nombre d'informations sur les volontés de Mme Cossy, à savoir que l'immeuble d'Olon, dont l'état de voie a été institué héritier, soit affecté à un séjour de vacances ou de repos pour, je cite, mère de famille peu fortunée avec enfants ou pour jeune fille peu fortunée de nationalité vaudoise. Fin de la citation. Elle souhaitait également un prix soit décerné annuellement à une personne en reconnaissance d'avoir prodigué avec dévouement des soins à des, je cite à nouveau, parents, pères ou mères, sans recourir à l'assistance publique. Fin de citation. En raison du défaut de constitution juridique valable de la Fondation, puisque celle-ci reposait sur un simple arrêté, puis de la vente de l'immeuble en 2017, l'arrêté du 30 juin 1941 de la Fondation Anthony Julia Cossy a été abrogé par le Conseil d'État. Dès lors, il est nécessaire de pouvoir affecter l'argent résiduel, soit 1 763 189 francs 45, en créant un fonds Cossy qui tend à un but similaire à ce que prévoyait l'arrêté, à savoir que le financement serve à des structures vaudoises ou à des organismes d'aide dotés d'un service social dont l'objet est d'aider les familles monoparentales en situation de précarité afin qu'elles puissent bénéficier d'activités de loisirs ainsi qu'au financement d'un prix Cossy décerné à un ou une habitante de la commune d'Olon. Les détails de la discussion générale ne portant pas vraiment sur les MPL, ils ne seront pas évoqués ici. De même, l'examen point par point n'a pas donné lieu à de longs débats. Aucune prise de parole n'a été sollicitée au sujet du projet de loi de la Commission à accepter les articles 15, 15A, 15B, 15C, 15D et 30D à l'unanimité des membres présents et présentes. Au vu de ce qui précède, la Commission recommande au Grand Conseil d'entrer en matière sur le projet de loi à l'unanimité des membres présents et présentes. Merci, monsieur le rapporteur. J'ouvre donc la discussion sur l'entrée en matière de cet objet. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais voter l'entrée en matière à main levée. Celles et ceux qui l'acceptent le font en levant la main. Merci. Avis contraire. Abstention. C'est un avis contraire et 0 abstention. Vous avez accepté l'entrée en matière. J'ouvre la discussion sur l'ensemble des articles, à savoir 15, 15A, 15B, 15C, 15D et 30D, ainsi que l'article 2. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais voter sur l'ensemble de ces articles. Celles et ceux qui les acceptent le font par un lever de main. Merci. Avis contraire. Abstention. À l'unanimité, vous avez accepté ces articles. Nous avons ainsi terminé le premier débat et je passe la parole au président de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Vu que l'objet avait déjà été reporté une fois et que théoriquement ce fonds doit être versé en 2025, je demande un deuxième débat immédiat. Merci, Monsieur le rapporteur. Vu un peu l'unanimité de ces articles, on va essayer de le faire à main levée. Ce deuxième débat, celles et ceux qui acceptent ce deuxième débat immédiat, lèvent la main. Voilà, merci. Avis contraire. 1, 2, 3. Abstention. 1,
Avec 3 avis contraires et 1 abstention, vous avez accepté ce deuxième débat immédiat. Et nous pouvons donc traiter les articles 15 à 15B, 15C, 15D, 30D et 2 en bloc. J'ouvre la discussion. Pas demandé close. Je vous fais voter. Ils sont adoptés. Et nous arrivons donc au vote final. Celles et ceux qui acceptent le projet tel que présenté, tel que adopté, le font par un lever de main. Merci. Avis contraire. Abstention. À l'unanimité, vous avez accepté cet objet. Il est ainsi liquidé. Nous passons ainsi. Nous passons donc au point 21, savoir les MPL, premier débat, modifiant la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires de l'assurance vieillesse à survivants et invalidés, LVPC, et j'appelle à la tribune le rapporteur, à savoir notre collègue Cédric Weissert. La parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Madame la conseillère d'État, chers et chers collègues. La commission thématique des affaires sociales s'est réunie le 10 mars 2025 en la présence de Madame la conseillère d'État Rebecca Ruiz, accompagnée de Monsieur Fabrice Gelfi et de Madame Claudia Giannini-Rima. Monsieur Florent Ducommun est remercié en tant que secrétaire de la commission. La chef de département rappelle à titre liminaire que le présent exposé des motifs concerne des prestations dispensées par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à savoir le montant pour dépenses personnelles, MDP, pour les mineurs et jeunes majeurs. Cette MPL est présentée ce jour en raison de l'existence d'une lacune juridique. En effet, le MDP pour les personnes mineures placées dans les institutions ou en famille d'accueil relevant de la loi sur la protection des mineurs, LPROMINE, tel que cité à l'article 2, alinéa 1, lettre D, de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, n'est actuellement pas réglementée par l'article 3 LVPC. Cette lacune juridique a été mise en évidence par un arrêt rendu par la Cour des assurances du tribunal cantonal en 2019. Concrètement, comme l'article 3 alinéa 1 de la LVPC ne réglait pas la question des dépenses personnelles des personnes séjournant dans un home destiné à accueillir les enfants, de sorte qu'il convenait d'appliquer par analogie des montants prévus à l'article 3, alinéa 1, lettres A et B de la LVPC, soit 400 francs. Le but de cette MPL est par conséquent de conformer les dispositions cantonales au droit fédéral et de combler ainsi la lacune juridique. Jusqu'à fin 2021, les mineurs placés en institution par la DGEJ bénéficiaient des prestations complémentaires à l'AVS-AI à domicile, mais le calcul n'est pas conforme au droit fédéral et cantonal. Ainsi, depuis 2022, la Caisse cantonale des compensations, autorité d'application, effectue un calcul PCO de manière conforme au droit fédéral. Après une courte discussion sur le projet de loi et ses articles, une proposition d'amendement est alors formulée en vue de déplacer la virgule et l'insérer après le vocable mineur. Peut-être qu'on reviendra après sur cet amendement. Amendement qui a été accepté par 11 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions. Les articles 7, 9b et 2, formule d'exécution, sont acceptés à l'unanimité. Le vote final sur le projet de loi est également accepté à l'unanimité, ainsi que l'entrée en matière. Merci, Monsieur le Président rapporteur. J'ouvre donc la discussion sur l'entrée en matière. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Je vous fais voter à main levée. Celles et ceux qui acceptent l'entrée en matière sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire. Abstention. À l'unanimité, vous avez accepté l'entrée en matière. Nous pouvons donc traiter d'abord l'article 3A et l'amendement qui avait été exposé par le président de commission qui va vous le rappeler. Merci, Monsieur le Président de la Conseil d'État, chers collègues. Donc, c'est simplement
l'ajout d'une virgule, le point D commençant par 360 francs pour une personne mineure, virgule, et pour une personne majeure, virgule, et le reste de la phrase est identique. Merci, chers collègues. J'ouvre la discussion sur cet amendement. Pas demandé close. Je vais vous faire voter sur cet amendement. Celles et ceux qui l'acceptent sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec une abstention, vous avez accepté d'amender cet article. Je prends maintenant l'ensemble des autres articles, à savoir l'article 7, le 9b, le 2 et le reste du 3 en bloc. L'article amendé d'abord. L'article amendé pour lui-même. Je vous fais d'abord voter l'article amendé pour lui-même, avec les deux virgules. Celles et ceux qui l'acceptent, lèvent la main. Merci. Avis contraire. Abstention. À l'unanimité, cette fois-ci, vous avez accepté l'article amendé. Donc, maintenant, je peux prendre le reste des articles en bloc. J'ouvre la discussion. Pas demandé et close. Je vous fais voter. Celles et ceux qui acceptent l'ensemble de ces articles sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire. Abstention. À l'unanimité, vous avez accepté ces articles et nous arrivons ainsi à la fin du premier débat. Et je passe la parole au président de la commission. Merci, Monsieur le Président, Madame la conseillère d'État, chers collègues. Vu l'unanimité, je propose le deuxième débat immédiat. Merci. Pour ce faire, il nous faut une majorité des 3/4. Je vais donc vous faire voter à main levée. Celles et ceux qui acceptent ce débat, deuxième débat immédiat le font en levant la main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec un avis contraire et une abstention, vous avez accepté ce deuxième débat immédiat. J'ouvre donc la discussion sur les articles, l'ensemble des articles issus du premier débat. Discussion pas demandée, close. Ils sont donc adoptés. Nous pouvons passer au vote final. J'ouvre la discussion sur le vote final. Pas demandé, close. Nous pouvons donc voter. Celles et ceux qui acceptent le projet en vote final sont priés de le faire en levant la main. Merci. Avis contraire. Abstention. C'est à l'unanimité que vous avez accepté ce vote final. Nous pouvons ainsi passer à l'objet suivant de notre ordre du jour, à savoir le point 22, le postulat Céline Misiego et consorts au nom de Blaise Vionnet, un chez-soi STAM pour mieux avancer. Et je passe la parole au rapporteur Félix Turner. Merci, Monsieur le Président, Madame la conseillère d'État, chers et chers collègues. La postulante rappelle à titre liminaire que son postulat soutient le développement du modèle logement d'abord ou housing first en anglais dans le canton de Vaud pour combattre l'itinérance et favoriser l'insertion sociale. Ce programme est inspiré par diverses expériences et par une approche qui propose de fournir aux personnes sans abri un logement stable sans conditions préalables. L'accès à un logement est un droit fondamental ainsi qu'un préalable essentiel pour améliorer la santé, la stabilité et la réintégration sociale des individus. Expérimenté dans le canton de Vaud, le modèle logement d'abord rencontre un certain succès permettant à des individus en grande précarité de bénéficier d'un logement autonome, ce qui améliore leur qualité de vie et leur état de santé et ce qui génère des économies significatives pour la collectivité. De plus, le maintien en logement dépasse les 80% dans ces projets pilotes, tandis que les hospitalisations psychiatriques et les recours aux services d'urgence diminuent drastiquement. Par ailleurs, la postulante note que le groupement roman d'études des addictions, le GREA, soutient l'approche du logement d'abord comme une alternative viable aux scènes ouvertes de la consommation qui sont connues dans plusieurs de nos villes. En somme, les résultats du logement d'abord montrent que cette approche n'est pas seulement altruiste, mais également rationnelle d'un point de vue économique. Elle améliore la vie des individus, réduit les coûts sociaux et contribue à la stabilité sociale. Il s'agit donc d'une politique que l'on peut qualifier d'efficiente. Le présent postulat cherche dès lors à étendre cette approche
en intégrant davantage de bénéficiaires chaque année, en professionnalisant les équipes mobiles et en consolidant les partenaires avec les acteurs du réseau socio-sanitaire pour garantir une prise en charge complète. Position du Conseil d'État. La chef du département de la santé et de l'action sociale, le TSAS, indique tout d'abord que l'administration soutient ce type de projet dont les bénéfices ont d'ores et déjà pu être démontrés. Dans le canton de Vaud, 620 personnes bénéficient d'une convention dite PSE, politique socio-éducative, et reçoivent une aide socio-éducative à domicile. 2 projets de logement d'abord existent dans le canton, en l'occurrence pour 103 places. Au vu de la demande et des effets constatés de manière empirique, ces dispositifs sont en effet efficaces sur le maintien en logement. Les besoins s'expriment à travers la demande qui est plus importante que le nombre de places à disposition. C'est pourquoi il y a actuellement des listes d'attente pour de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier de ce type d'accompagnement. Aussi, il est souligné que peu de partenaires dans le canton développent ce type de prestations, étant donné qu'elles sont très exigeantes en termes de compétences pour les professionnels qui travaillent avec les publics concernés, mais aussi pour les fondations qui doivent injecter beaucoup de moyens financiers. Dès lors, l'enjeu consiste à maintenir l'existant et à ne pas prendre le risque que les 2 fondations actives dans le domaine décident à un moment donné de tirer la prise, faute de financement suffisant pour assurer l'entier des prestations qu'elles proposent. Enfin, l'ordre qui existe dans le canton permet à moindre coût de libérer des places en EPSM grâce à des prestations qui sont plus adaptées aux besoins des publics concernés. La Haute École de Travail Social et la Haute École de Santé de Fribourg, la HTS-FR, a aussi mis en lumière le programme Logement d'abord dans le cadre d'une étude qui portait sur l'évaluation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le canton de Vaud et qui traitait également du phénomène du sans-abrisme. Concernant les demandes du présent postulat, la conseillère d'État apporte les précisions suivantes. Point 1, passer à une phase de développement durable du logement d'abord. Comme mentionné, l'administration souhaite que les expériences et l'existant puissent être amenés à durer. Pour poursuivre ce développement, des logements supplémentaires sont nécessaires, en veillant ainsi à ce que les risques pris par les 2 fondations actives dans le domaine ne soient pas considérés comme n'étant plus supportables. La question des moyens supplémentaires qui devraient potentiellement être accordés à ces fondations est évidemment un enjeu, d'autant plus en raison du contexte financier actuel. Point 2. Ouvrir le programme à une vingtaine de personnes par année. L'ouverture d'un tel programme dépend évidemment du point de vue précédemment décrit, soit que les conditions doivent être réunies pour assurer l'accompagnement. Il convient donc de savoir combien d'heures d'intervention sont nécessaires pour les personnes concernées, tout comme il est nécessaire de répondre aux problématiques du cap financier ainsi que de l'obtention de nouveaux baux à loyer. Point 3. Professionnaliser le soutien à l'accès au logement. Cette professionnalisation a trait à la reconnaissance des activités liées à la recherche de logement qui, aujourd'hui, ne sont pas rémunérées. Les fondations prennent ainsi des risques financiers étant donné qu'il n'y a pas de rémunération pour ce type d'activité. Point 4. Pérenniser l'équipe mobile. Les fondations ont constitué des équipes dédiées à la prise en charge de ces personnes. Ces accompagnements sont financés par le biais de la convention et non pas par une directive de dotation comme pour les établissements psychosociaux médicalisés. Et point 5. Poursuivre la collaboration avec une large palette de prestataires du réseau socio-sanitaire. Ce travail est d'ores et déjà effectué par les différentes entités qui fournissent la prestation et c'est évidemment à elles qu'il revient de créer ces collaborations sur le terrain. En conclusion, toutes ces mesures sont conditionnées à la question financière et à l'obtention de moyens supplémentaires pour assurer des prestations, donc reconnaître les actions menées par les fondations en vue du maintien du logement. De plus, il serait opportun que les communes soient incitées à mettre à disposition des baux à loyer au bénéfice de la population concernée. Discussion générale. Au cours de la discussion générale, des points comme les critères d'accès, le nombre de personnes concernées parmi les sans-abri, la localisation des logements, le type d'hébergement d'urgence, le dispositif d'aide d'urgence, les genres de pathologies ou de dépendance des personnes bénéficiant du logement d'apport, le potentiel d'économie offert par ce modèle, les avantages de ce dernier par rapport à un placement en EPSM, le rôle de surveillance de l'État, les investissements étatiques, les obligations des bénéficiaires, les dimensions sécuritaires dans l'espace public,
la lutte contre la précarité, la dignité des personnes concernées et leur insertion sociale, la pénurie de logements ou encore les aspects liés à la mobilité individuelle sont abordés. Pour terminer, la postulante rappelle que l'article de la revue médicale suisse a évalué le coût annuel moyen des prestations par personne à 50 800 francs au logement d'abord, contre un coût s'élevant contre 76 650 à 118 990 dans un établissement psychosocial. En ce qui concerne la recherche de logement, la postulante considère qu'un appui politique permettra justement aux fondations de trouver plus facilement des logements. La Commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat par 9 voix pour, aucune voix contre et 5 abstentions et de le renvoyer au Conseil d'État. Merci, Monsieur le Président de Commission. J'ouvre donc la discussion sur le postulat et le rapport et je passe la parole à notre collègue Céline Miziego. Merci, Monsieur le Président, Madame la Conseillère d'État, chers collègues. En complément de l'excellent résumé de la Commission et de mon postulat qui vient d'être fait, je voulais juste rappeler quelques exemples et relister quelques bénéfices de ce dispositif. Dans les exemples, un exemple complémentaire, c'est celui du Patio qui a été mis en place par la ville de Lausanne en décembre 2016. C'est une structure qui combine logement et accompagnement social pour les personnes en grande précarité. Avec 61 appartements et un suivi socio-éducatif, le Patio aide les résidents et résidentes à développer leurs compétences de vie, à s'insérer professionnellement et à réintégrer le marché du logement. En limitant la durée du séjour à 2 ans, le Patio vise également à éviter les placements en hôtel. Une évaluation de 2018 a montré que 70% des résidents ont pu quitter le Patio avec un bail à leur nom, principalement pour des logements subventionnés, illustrant l'efficacité de ce modèle pour favoriser une transition durable vers une autonomie complète. Et au niveau des bénéfices, le taux de maintien au logement, ça a été dit, c'est 80% des bénéficiaires qui restent durablement dans leur logement. Ça montre la stabilité du modèle, même auprès de personnes en grande précarité ou atteintes de troubles psychiatriques. Les économies financières substantielles, le coût annuel moyen par personne en logement d'abord, c'est 50 800 francs. Le coût en établissement psychosocial, ça a été dit, entre 76 000 et 118 000 francs. C'est donc une économie moyenne entre 25 000 et 60 000 francs par personne et par an. Ces économies, elles proviennent de la baisse des hospitalisations psychiatriques, la réduction du recours aux urgences, la diminution des placements hôteliers, qui coûtent entre 1 200 à 1 400 francs par mois par bénéficiaire, et la libération de places en EPSM pour d'autres patients. La réduction de la charge hospitalière, la durée moyenne d'hospitalisation psychiatrique, dans les exemples qui ont déjà eu lieu et qui ont été évalués, avant le programme, c'était 81 jours par an. Après intégration dans le programme, c'est 15 jours par an. Donc 80% de séjours d'hospitalisation en moins et 65% en moins de crises nécessitant une prise en charge intensive. Dans l'aspect amélioration de la santé globale, on a noté une stabilisation marquée de l'état de santé mentale et physique, une réduction de la consommation de soins, les bénéficiaires consultent moins souvent les urgences et suivent mieux leur traitement, et du coup, moins de rechutes et de passages à l'hôpital. Dans l'aspect réinsertion sociale et autonomie, 70% des résidents du Patio, je viens de le dire, quittent la structure avec un bail à leur nom. Les bénéficiaires développent des compétences de vie, reprennent un emploi ou une formation et rétablissent des liens familiaux et sociaux, ce qui favorise une meilleure participation à la vie communautaire. Dans l'aspect dignité et stabilité psychologique, les personnes retrouvent un sentiment de sécurité et d'autonomie. Il y a une diminution des symptômes liés au stress de rue et un engagement accru dans les soins avec une meilleure gestion des troubles psychiques. Donc pour les bénéfices collectifs et sociaux, une réduction visible des scènes ouvertes de la drogue et de la marginalisation urbaine, selon le GREA, une meilleure cohabitation dans l'espace public avec une baisse des tensions sociales et surtout une réponse plus humaine et efficace au sans-abrisme, solution durable plutôt qu'hébergement d'urgence. En somme, les résultats du logement d'abord montrent que cette approche n'est pas seulement altruiste, mais également rationnelle d'un point de vue économique. Elle améliore la vie des individus, réduit les coûts sociaux ainsi que les coûts de la santé et contribue à la stabilité sociale. C'est donc une politique très efficiente. Merci. Merci Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Bies-Vionnet. Merci Monsieur le Président, Madame la Conseillère d'État, chers collègues. Le sans-abrisme est en extension en Europe et également en Suisse, selon un article du mois de février de cette année de la Revue médicale suisse. On y apprend également que les personnes sans abri présentent un moins bon état de santé que la population générale, et cela essentiellement en raison des barrières d'accès aux soins. En plus, cette population
est moins sensible aux interventions de promotion de la santé et moins accessible aux interventions de promotion de la santé et de prévention. Pour ces raisons, il est impératif de développer des approches multisectorielles et innovantes, dont fait partie l'approche Housing First ou Logement d'abord. Comme il est rappelé dans le postulat, avoir un logement fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. C'est même un pilier de la dignité humaine. Les projets pilotes du Levant et de l'EPSM du Rotillon ont permis de démontrer une baisse du nombre d'hospitalisations psychiatriques et également une baisse de la durée des séjours si l'on compare l'année avant et l'année après l'acquisition d'un logement. Au vu de ces résultats encourageants, l'extension de tels projets à une vingtaine de sans-abri par année me paraît être une nécessité. Cela relève de la dignité humaine. Cela permettra de stabiliser l'état de santé de cette population, de réduire les coûts en évitant des recours inappropriés aux services d'urgence, de favoriser leur réinsertion sociale. Et finalement, ces projets, comme il l'a été dit, sont économiquement rentables. Par conséquent, je vous encourage à soutenir le renvoi de ce postulat au Conseil d'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Monique Hofstetter. Merci, monsieur le président, madame la conseillère d'État, chers et chers collègues. Le postulat de la députée Céline Missiego, intitulé « Un chez-soi stable pour mieux avancer », défend l'idée que le logement stable, sans condition préalable, est un droit fondamental afin de combattre l'itinérance et favoriser l'insertion sociale. Des projets pilotes tels que D'abord chez soi et le PASSU à Lausanne ont montré le succès de cette approche, avec un taux de maintien en logement supérieur à 8 % et une réduction des hospitalisations psychiatriques. Le modèle favorise l'autonomie et génère des économies pour la collectivité. Toutefois, si des économies directes sont prouvées, les places laissées vacantes par les utilisateurs des structures citées en amont sont utilisées par de nouveaux bénéficiaires. Dans les faits, c'est une augmentation des frais réels. Toutefois, la postulante demande d'élargir ce modèle pour inclure une vingtaine de bénéficiaires supplémentaires par année et de professionnaliser le soutien. La conseillère d'État a souligné l'efficacité du programme et a annoncé que le TSA soutenait financièrement les fondations. Même s'il y a des listes d'attente, l'enjeu consiste à maintenir l'existant et à ne pas prendre de risque que les fondations actives dans le domaine décident, à un moment donné, de tirer la prise faute de financement suffisant. Les 5 questions posées dans le postulat ont déjà reçu bon nombre de réponses lors de la commission et la conseillère d'État a bien stipulé que toutes les initiatives qui pourraient être prévues pour améliorer le système dépendraient de la disponibilité financière de l'État. Depuis la séance de la commission, une année s'est écoulée et ce n'est en tous les cas pas les finances de l'État qui se sont améliorées. Les commissaires PLR estiment qu'un postulat n'apporterait pas de réponse supplémentaire à celle donnée lors de la séance. Si lors de la séance de la commission, les députés PLR se sont abstenus, aujourd'hui, vu les difficultés financières du canton, ils vous recommandent, ainsi que la grande majorité du groupe PLR, à refuser ce postulat. Merci. Merci, madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Sébastien Kessler. Merci, monsieur le président, madame la conseillère d'État, chers collègues. L'accès au logement pour tous et toutes est évidemment primordial et son soutien également. La pérennité de toutes les approches professionnelles doivent être développées. Les différentes actions qui ont été décrites déjà et dans le rapport, s'il le fallait, montrent l'importance de la thématique, mais aussi une forme de fragilité. Cela a été dit, car aux mains de nombreuses fondations. Alors bien entendu, tout projet a un coût et la pénurie de logements est avérée, mais les écrits scientifiques, cela a aussi été rapporté, montrent l'économicité des mesures, en plus des autres avantages sociaux et médicaux. Et donc, pour chaque franc investi, on récupère davantage et à contrario, si on fait moins ou rien, on dépense globalement plus et c'est justement vers quoi on ne veut pas aller. Le groupe socialiste soutient et vous recommande vivement de renvoyer le postulat au Conseil d'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Anna Perret. Merci, monsieur le président, madame la conseillère d'État, chers collègues.
De laisser des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont fragiles, sans logement stable, n'est pas une option. Ces personnes ont besoin d'être logées, de se retrouver dans un environnement sécurisant et stabilisant, afin de reprendre pied et de réintégrer la société. Or, comme on l'a entendu, la demande pour des logements de type Housing First dépasse actuellement les places disponibles. Le logement d'abord est un modèle qui fonctionne dans le sens où il répond aux besoins des personnes concernées et réduit les coûts sociaux et de santé, ça a été dit à plusieurs reprises. Il faut donc le développer, comme le suggère la postulante, et chercher les solutions aux défis énoncés, notamment financiers. Ainsi, au nom des Verts, je vous encourage vivement à accepter ce postulat afin qu'il puisse être envoyé au Conseil d'État. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit. Et elle n'est plus demandée, elle est close. Je vais vous faire voter sur les conclusions de la commission. Celles et ceux qui suivent les conclusions de la commission, à savoir la transmission au Conseil d'État du postulat, le font en pesant sur le bouton vert oui. Celles et ceux qui s'y opposent, bouton rouge non. Les abstentions sont possibles et le vote est ouvert. Par 67 oui, 60 non, vous avez accepté le rapport de la commission. Il y a une demande de parole de Mathieu Balziger. Merci, Monsieur le Président. C'est pour un vote nominal, s'il vous plaît. Est-ce que 20 personnes vous soutiennent? C'est visiblement le cas. Nous allons donc procéder à l'appel nominal. Celles et ceux qui soutiennent les conclusions de la commission le font en pesant sur le bouton vert oui. Celles et ceux qui le refusent, bouton rouge non. Les abstentions sont possibles. Et le vote est ouvert. Par 70 oui contre 69 non, vous avez accepté de transmettre ce postulat au Conseil d'État qui a un non pour y répondre. Nous passons au point 23 de notre ordre du jour, à savoir le postulat Yves Paco et consorts, des prestations complémentaires pour toutes celles et tous ceux qui y ont droit. Et je passe la parole au rapporteur de la commission, notre collègue Félix Sturner. Merci, Monsieur le Président, Madame la conseillère d'État, chers et chers collègues. En Suisse, près de 230 000 personnes ne font pas la demande pour bénéficier des prestations complémentaires alors qu'elles remplissent les conditions pour les toucher et y auraient donc droit. En effectuant une règle de 3, cela représente près de 20 000 personnes dans le canton de Vaud et ce sont essentiellement des personnes âgées et des femmes qui y renoncent. Pour le postulant, la principale explication réside dans le fait que les personnes ne sont pas bien informées et ne savent même pas que cette possibilité existe alors qu'elle correspond aux critères d'éligibilité. La seconde raison invoquée consiste en la complexité des démarches administratives à effectuer pour les personnes potentiellement concernées. Enfin, une dernière interprétation est que les personnes sont, de manière générale, gênées par le fait d'effectuer de telles demandes car elles se sentiraient trop redevables envers l'État. Pour conclure, le postulant considère que ce droit au PC doit être davantage accessible pour celles et ceux qui en ont droit. C'est pourquoi la conclusion de son objet parlementaire demande au Conseil d'État, je cite, d'étudier la possibilité d'intensifier l'identification des bénéficiaires potentiels de prestations complémentaires qui n'y font pas recours et les inviter à prendre contact avec les services concernés. Fin de citation. Position du Conseil d'État. À titre liminaire, la chef du TSAS indique que le Conseil d'État a répondu en juillet 2024 à une interpellation déposée par le député Adrien Buclin qui traitait de la même problématique puisqu'elle demandait à favoriser l'accès au PC pour toutes et tous les ayants droit.
Par le biais de cette réponse, le Conseil d'État a réaffirmé sa volonté de pouvoir réduire le non-recours au PC, dont le taux est estimé à environ 24% en 2020, et notait également que les 36 agences d'assurance sociale présentes sur l'ensemble du territoire cantonal informent et guident gratuitement la population pour toute demande et conseil en la matière. Il y était aussi précisé que la mise en œuvre d'un droit automatique au PC serait extrêmement difficile à pratiquer puisque, je cite, « l'évaluation du droit au PC doit pouvoir se fonder sur la situation personnelle au moment de la demande, alors que la dernière taxation d'impôt disponible concerne toujours une période passée. » Fin de citation. Pour la conseillère d'État, les informations contenues dans la réponse à l'interpellation Buclin répondent d'ores et déjà en réalité au présent postulat. Un certain nombre de projets ont été mis en place depuis plusieurs années par la DGCS pour lutter contre les non-recours au PC, en particulier le programme Vaut pour vous. Aussi, il est rappelé que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI impose aux cantons d'informer les ayants droit potentiels de manière adéquate. Cette compétence est ainsi déléguée à la Caisse vaudoise de compensation AVS, la CCVD. Cette dernière informe la population par le biais de divers canaux tels que sites web, notices ou affiches dédiées, annonces dans les journaux, etc. De plus, les directives fédérales concernant les rentes imposent aux caisses AVS de signaler l'existence des PC dans leurs décisions de rente. À cet égard, la CCVD indique qu'il est possible de solliciter les PC en cas de difficulté à couvrir les besoins vitaux et oriente par conséquent les personnes vers les agences AAS pour toute information utile. Cette information est communiquée au minimum tous les 2 ans en même temps que l'adaptation des rentes. Néanmoins, à l'heure actuelle, aucune disposition légale spécifique n'existe pour transmettre les informations ciblées s'agissant des ayants droit potentiels au PC, contrairement aux dispositions qui concernent les subsides à l'assurance maladie. Toutefois, sur mandat, le canton, plusieurs organismes subventionnés offrent leurs prestations de conseil social gratuits à la population. Parmi les aspects relevés par la discussion générale figuraient les problèmes liés à l'envoi d'un courrier spécifique aux bénéficiaires et l'effet d'un tel envoi, la série d'actions du programme Vaut pour vous, cherchant à lutter contre le non-recours au PC, les raisons de ces non-recours, les campagnes d'information étatiques, les potentiels avantages de la numérisation ou encore les systèmes d'information communaux. La Commission, au vote, recommande au Grand Conseil de ne pas prendre en considération ce postulat par 1 voix pour, 8 voix contre et 6 abstentions. Merci, Monsieur le Président de commission. Je passe la parole à notre collègue Yves Pacaud, qui avait déposé cet objet. Voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président du Grand Conseil, Madame la Conseillère d'État, chers et chers collègues, en premier lieu, je remercie le Président de la Commission des Affaires sociales pour son rapport et je réitère ici mes intérêts. Donc, je suis membre du Comité de la Vivre aux Morges, association qui défend les conditions de vie et les intérêts des personnes âgées. Pour rappel, j'ai déposé ce postulat suite à la votation concernant la 13e rente AVS acceptée par le peuple et les cantons le 3 mars 2024. Lors de cette campagne de votation, plusieurs membres de ce Parlement, opposés à la 13e rente AVS, ont prôné les mérites de notre système social et en particulier des prestations complémentaires, tout en priant peut-être que les bénéficiaires potentiels n'en fassent pas la demande, car cela plomberait encore plus les finances cantonales. Suite au rapport de la Commission des affaires sociales, je peux comprendre les réticences du Conseil d'État, qui fait son possible pour lutter contre le non-recours aux prestations complémentaires, en particulier avec le programme Vaut pour vous. Je prends acte qu'il n'existe pas de disposition légale spécifique pour transmettre des informations ciblées aux potentiels bénéficiaires. Je pense personnellement que la principale cause du non-recours aux prestations complémentaires est due au fait que les démarches administratives
sont trop compliquées et qu'on pourrait encore en faire un peu plus pour informer les potentiels bénéficiaires. Étant bien conscient du sort funeste qui sera réservé à ce postulat par le Grand Conseil, et de par souci d'efficience, le temps c'est de l'argent, dit l'adage, en vertu, sauf erreur, je crois que l'article 124 LGC, je retire mon postulat. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député. Nous prenons bonne note du retrait de ce postulat. L'objet est ainsi liquidé. Nous pouvons... L'objet est liquidé. Nous pouvons aborder les points suivants de notre ordre du jour, à savoir deux objets du DIEP, les points 24 et 25, qui sont des urgences qui avaient été demandées par le département. Madame la conseillère d'État Moret n'est pas présente, sa suppléante, Madame Ditli, non plus. Nous sommes donc dans une situation un tout petit peu compliquée. Cependant, Madame la conseillère d'État Rebecca Ruiz étant d'accord de rester, elle pourra transmettre les éventuelles questions sur ces objets à sa collègue et nous pouvons donc les traiter. Donc en gros, tant qu'il n'y a pas de questions, ça va aller bien. Et puis s'il y a des questions, eh bien, Madame Ruiz en prendra note, les transmettra et ça sera certainement pour un prochain mardi. J'ouvre donc la discussion sur l'objet 24 et j'appelle la rapporteure Claude Nicole-Grain à la tribune. Voilà. Vous avez la parole, Madame la Présidente de Commission. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Donc, nous allons aborder un projet de décret accordant au Conseil d'État 7 crédits d'investissement d'un montant total de 84 685 000 afin de financer la campagne de rénovation de 2025 sur 7 sites. Alors, je vais lister les sites après et je commence en vous précisant un certain nombre de points. La commission s'est réunie le 5 mai 2025. Elle était en présence de Madame Isabelle Moret, chef du département de l'économie et de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, et aussi également en présence de Monsieur Pierre de Almeida, directeur général de la DGIP, et de Madame Anne Ginzenk, chef du projet Plan Climat à la DGIP. Alors, les 7 sites sont les suivants. Il s'agit de l'école de l'accueil à Lausanne pour un crédit d'investissement de 3 605 000. Il s'agit du centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains pour un crédit d'investissement de 49 647 000. Il s'agit de la Fondation Mérine à Moudon pour un crédit d'investissement de 3 752 000. Il s'agit de Grange Vernet, bâtiment principal, réfectoire et la construction de la jonction entre les deux bâtiments à Moudon pour un crédit d'investissement de 17 750 000 francs.
il s'agit du centre de conservation de la faune à Saint-Sulpice pour un crédit d'investissement de 1 million. Il s'agit de l'école professionnelle commerciale de Lausanne située à la vallée de la Jeunesse pour un crédit d'investissement de 4 626 000. Et enfin, de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud à Cheseaux pour un crédit d'investissement de 4 285 000. Alors, pour rappel, le Conseil d'État a défini en 1999 les principes d'une politique pour l'entretien de ces bâtiments. Il a été proposé en 2001 que son financement soit assuré par le budget d'investissement en fonction de demandes de crédit cadre spécifiques. C'est pour ça qu'on va vous proposer cet objet. L'entretien du parc immobilier de l'État relève de la Direction générale des immeubles et du patrimoine. Et au 31 décembre 2023, ce parc immobilier comprenait 1019 bâtiments, sans le CHUV et l'UNIL, pour une valeur d'assurance à neuf de 3,55 milliards. Le projet de décret, objet du présent exposé des motifs, s'inscrit dans la stratégie d'assainissement énergétique des bâtiments de l'État, conformément au plan climat adopté en 2021, première génération. L'objectif est d'assainir en priorité d'ici 2040 les plus grands et les plus anciens des 470 bâtiments chauffés du parc immobilier cantonal. Sont concernés les édifices construits avant 2000, dont la surface de référence énergétique excède 2000 m², soit un ensemble de 77 bâtiments pour une valeur assurée de 1,8 milliard. La campagne de rénovation 2025 cible spécifiquement 7 de ces bâtiments pour lesquels le Conseil d'État sollicite du Grand Conseil l'octroi de crédits d'investissement. Le but du présent EMPD est donc d'assurer les travaux de rénovation de ces 7 ouvrages afin de les maintenir en bon état et de conserver leur valeur matérielle et culturelle en incluant les décrets du plan climat de 2021. Plusieurs de ces bâtiments relèvent du patrimoine architectural du XXe siècle et demandent une attention particulière pour ne pas altérer leurs caractéristiques. La Commission a procédé à l'examen détaillé de chaque bâtiment et à la demande de crédit qui y est associée. Aussi, c'est pour cela que je vais présenter chaque bâtiment et que nous voterons ensuite sur les différents objets. Alors, tout d'abord, l'école de l'accueil de Lausanne, donc pour une demande de crédit d'investissement de 3 605 000, a été construite par l'architecte Marc Picard et ce bâtiment est reconnu pour sa valeur patrimoniale, ayant obtenu la note 1 au recensement architectural et figurant à l'inventaire cantonal, de même que l'intégralité du groupe scolaire du Belvédère, aussi bien les bâtiments que les aménagements extérieurs. Une rénovation urgente de la toiture est nécessaire en raison d'infiltration d'eau. Ces interventions impliquent également l'installation de panneaux photovoltaïques afin de répondre à l'objectif cantonal d'autonomie électrique à l'horizon de 2035. Toutefois, compte tenu du classement patrimonial du bâtiment, une intégration proportionnée des panneaux est requise. La DGIP consultera préalablement le conservateur cantonal pour garantir le respect des exigences de la conservation patrimoniale. Une étude préliminaire d'ensoleillement a confirmé la faisabilité technique du projet photovoltaïque. On parle quand même d'un certain montant de millions, donc c'est pas mal si vous m'écoutez un tout petit peu, même si c'est un peu long, et qu'ensuite nous puissions voter en pleine connaissance de cause. Je vous remercie. Le deuxième objet est le Centre professionnel du Nord vaudois, pour laquelle est demandé un crédit d'investissement de 49 647 000. Le site du centre professionnel est composé de plusieurs bâtiments et il est classé en note 3 au recensement architectural du canton de Vaud. La réévaluation de la note par bâtiment est en cours. Un raccordement à un chauffage à distance est prévu prochainement. Ainsi, différentes mesures vont accompagner ce raccordement à un chauffage. Notamment, pour les éléments vitrés, le remplacement des verres et cadres est envisagé sous réserve de nouveau du respect des exigences patrimoniales. Le budget intègre une estimation provisionnelle pour ces travaux et par ailleurs une mise aux normes de protection incendie
vise principalement la sécurité sismique. Durant les travaux, 26 classes provisoires en containers seront installées pour assurer la continuité de l'enseignement. Le troisième bâtiment est la Fondation Mérine à Moudan pour un crédit d'investissement de 3 752 000. Alors, la Fondation Mérine occupe actuellement le château de Carouge, un ensemble architectural dont les fondations remontent au XVe siècle. Et il a été transformé au XVIIIe siècle et particulièrement au XIXe siècle en 1897. Il a connu ensuite plusieurs autres agrandissements ultérieurs. Ce château est classé en note 2 et protégé par une mesure d'inventaire. Il fait partie de l'ensemble du bourg historique du Vieux Carouge, reconnu et répertorié dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale. Ce bâtiment mis à la disposition de la Fondation Mérine n'est pas adapté à son usage actuel, qui consiste à offrir des prestations des enfants en difficulté de développement ou de scolarité. Il nécessite des travaux urgents de mise aux normes sécuritaires. Le remplacement de l'ensemble des fenêtres, en respectant les exigences patrimoniales toujours, ainsi que l'ajout de stores, ainsi que la rénovation des installations sanitaires et de la cuisine professionnelle sont urgentes. Le quatrième bâtiment, Grange-Vernay. Alors, le site de Grange-Vernay comprend un bâtiment principal destiné à l'enseignement ainsi que des bâtiments affectés au secteur et à l'exploitation agricole. La Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires occupe une partie des locaux du bâtiment principal, tandis que le secteur d'enseignement est situé dans ce même bâtiment. Le réfectoire est relié au bâtiment principal par une passerelle. Ces trois édifices réalisés en 1951 par l'architecte Marc Picard sont actuellement classés en note 4 avec une révision en note 3 en cours. L'ensemble est situé en majorité en zone agricole 16 lat et intégré dans le pacte adopté par le Conseil d'État en 1992. Le projet de rénovation prévoit notamment l'augmentation de la capacité du réfectoire, la création de nouvelles salles d'enseignement, l'aménagement des combles non isolés du bâtiment principal du réfectoire, ainsi que la rénovation de l'ensemble de l'enveloppe des bâtiments sous réserve toujours des exigences patrimoniales. Le projet comprend également la mise hors service des 2 réseaux de chauffage à distance au mazout existants actuellement, qui seront remplacés par un raccordement de chauffage à distance avec la ville de Moudon. Le cinquième objet, c'est le centre de conservation de la faune situé à Saint-Sulpice, pour lequel un crédit d'investissement de 1 million est demandé. Alors, implanté à proximité du lac et en bordure de forêt, le centre de conservation de la faune de Saint-Sulpice se compose d'un unique bâtiment de 3 niveaux, dont 2 hors sol, construits en 1982 par les architectes Jacques Dumas et Serge Pittet. Ni le bâtiment ni le site ne sont recensés au patrimoine. Or, ce bâtiment a une caractéristique intéressante qui mérite de le mettre à l'inventaire, puisque c'est l'un des premiers bâtiments construits en tenant compte des apports de l'énergie solaire passive. Ce bâtiment constitue une référence en matière d'utilisation des énergies renouvelables, avec des capteurs solaires à eau pour le chauffage de l'eau sanitaire, des capteurs solaires à air pour les chauffages, des circulations et des dégagements, une pompe à chaleur utilisant l'eau brute du lac pour le chauffage général du bâtiment et des bassins de la pisciculture. Pour conserver et diffuser l'énergie solaire, un système passif d'accumulation de la chaleur est constitué par une structure lourde à grande inertie thermique. Le système avec pompe à chaleur eau combiné qui sert au chauffage des locaux ainsi qu'au chauffage des bassins d'élevage de la pisciculture est utilisé pour le refroidissement également en été. La pompe à chaleur est alimentée par l'eau du lac via les pompes du bâtiment du service industriel de Lausanne, situé à proximité. Les couloirs centraux du centre de la faune sont équipés d'une installation de ventilation naturelle par des ouvrants en façade. Aucune intervention n'est prévue sur les installations pour cette MPD. Le bâtiment est occupé. Les principaux travaux concerneront peinture, changement de revêtement pour les bureaux, remplacement des luminaires par une technologie LED, installation à faible courant, ainsi que des poses de panneaux phoniques et une rénovation des installations sanitaires, ainsi que des travaux de sécurisation. Ensuite, le bâtiment 6, l'école professionnelle et commerciale de Lausanne, pour lequel est demandé un crédit d'investissement de 4 626 000.
est situé dans le parc de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne. Il est annexé au centre sportif du parc. Les 2 bâtiments ont été construits en 1970 selon le système de construction CROC. Le bâtiment est recensé en note 4 et révisé, et il vient d'être révisé en note 3. Le système de construction et de préfabrication CROCS, acronyme du Centre de rationalisation et d'organisation des constructions scolaires, a été proposé par l'atelier des architectes associés pour plusieurs bâtiments entre 1965 et 1973. Ce principe de construction modulaire qui permet des espaces transformables par division ou groupement a été mis en application dans les années de forte croissance démographique et a fait suite à une étude sur la construction scolaire initiée en 1965 par la municipalité de Lausanne. En 1990, un porte-à-cabine sur portique a été installé pour créer une liaison entre les 2 bâtiments. En 2015, les travaux sur le bâtiment d'école professionnelle commerciale de Lausanne ont permis un assainissement énergétique. En 2018, les fondations du bâtiment ont dû être renforcées par la mise en place de micropieux pour garantir la sécurité statique. Mais différents travaux sont toutefois nécessaires, notamment toute la réfection du système électrique qui n'est plus du tout aux normes. Dernier objet, la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, pour les bâtiments situés à Cheseaux, pour un crédit d'investissement de 4 285 000. Depuis 2006, l'école d'ingénieurs du canton de Vaud et la Haute École de gestion du canton de Vaud sont regroupées sous le sigle Haute École d'ingénierie et de gestion. Le bâtiment historique de la Haute École d'ingénierie a été conçu par l'architecte Claude Paillard. Sa construction date de 1970. Ce bâtiment a fait l'objet d'un recensement architectural selon une note 2, c'est-à-dire c'est un objet d'intérêt régional. Les façades de l'ensemble se caractérisent par une grille en béton préfabriquée associée à des grandes baies au cadre de vitres et stores de couleur orange caractéristiques des années 1970. Un agrandissement a été réalisé en 2013 et son architecture reprend presque à l'identique les principes du bâtiment antérieur. Des travaux d'assainissement et de rénovation sont urgents et nécessaires. Parmi ceux-ci, on peut citer la problématique des bétons de façade traités contre la carbonation dans les années 90 et 2000 qui présentent des fissures et s'effritent en provoquant des détachements de matière. Les joints entre les éléments en béton préfabriqué ont vieilli et ne sont plus imperméables, ce qui entraîne des infiltrations d'eau dans le bâtiment. Les stores sont en mauvais état et défectueux, de nombreuses lames se bloquent et se détachent. Le remplacement des stores est nécessaire pour éviter des chaleurs peu supportables dans ce bâtiment d'enseignement. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Présidente de Commission pour l'ensemble de ces présentations qui avoisinent quand même les plus de 85 millions. Au vu de leur avancée, nous allons cesser nos travaux ici et nous reprendrons cet après-midi. Je vous remercie, vous souhaite un bon appétit et vous dis à tout à l'heure.